Alors il va falloir s'y refaire à ce type en fait de mots. Alors après l'externalisation, la réintégralisation, bref, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait on n'avait jamais mieux fait mieux si on peut dire qu'avant. Pourquoi alors pendant 30 ans on a fait que externaliser? Bah pour le profit, hein, c'est pas compliqué. Moi, je me rappelle je crois que c'était Continental à une certaine époque, où ils avaient fermé l'usine, alors qu'en fait, elle faisait du bénéfice, mais pas assez. Notamment pour les sociétés donc comme BlackRock. Donc là, qu'est-ce qui se passe au final? Pourquoi on revient donc à l'ancien monde? Je dirais que c'est assez simple, mais avant, il faut comprendre donc pendant cette dérive de 20-30 ans. On a externalisé, comme par exemple Costorama, moi je me rappelle, donc ils sont externalisés carrément la comptabilité, mais c'est surtout des sociétés comme Renault ou autres, pratiquement tout externalisé. Alors ils ont le technocentre si on peut dire, c'est une ruche, mais il- la société est éclatée un peu partout. J'en ai d'ailleurs pas parlé. Cocorico, c'est un Vendée, c'était David qui m'avait donné l'information. Les toits ouvrants, par exemple de la R4, ils vont être faits en Vendée, je sais plus trop quel endroit. Ils sont spécialisés là-dedans, ils font plusieurs véhicules, c'est les toiles, ils sont spécialisés, il n'y a pas de souci. Alors c'est bien, mais l'idéal, c'est d'avoir toutes les matières premières et d'avoir l'usine qui fasse tout. Une très grosse usine, comme à l'ancienne. Alors peut-être pas autant à l'ancienne qu'avant, parce que les gens un peu à la chinoise dormaient sur place, hein, quand même, c'était quand même quelque chose, où il y avait carrément des logements qui étaient intégrés. Bon, il y a eu des comportements de la part même de la Chine et puis même d'Elon Musk, hein. Je crois que pour éviter toute fuite, les gens devaient dormir carrément sur place et tout, enfin, pas terrible, terrible. Mais l'idée, elle était déjà de ne plus vouloir gérer le personnel. Parce que c'est horrible à dire en France, très de gauche, très syndicalisé, mais pas de la bonne manière. C'est-à-dire qu'on n'intègre pas en fait les salariés dans l'emploi et aussi des patrons qui sont complètement déconnectés. C'est-à-dire que aussi donc les patrons avec des parachutes dorés qui ne sont plus, on va dire, montés dans l'échelle de la société, ou qui sont le créateur, mais la société a déjà été revendue à maintes fois, et c'est surtout qu'aujourd'hui, le PDG, en fait, est complètement déconnecté. C'est un mec qui est là pour, en fait, gérer tout et n'importe quoi, et surtout pas grand-chose, en fait. Sachant qu'il a aucune responsabilité, demain, c'est comme un salarié, il se fait limoger, sauf qu'il prend des millions. Donc les salariés, au final, on a bien vu, ils font grève, ils sont jamais contents, donc ils se sont dit, on va regarder pour le même budget, finalement, ce qu'on peut faire. Alors, sous le coup, ça pouvait être intéressant. D'ailleurs, on le voit avec Renault, ils vendent carrément même leur technocentre. Donc, en fait, ils vont devenir locataires. Un peu comme France Télécom qui vendait donc tous les bijoux de famille. À un moment donné, si tu avais fait l'entretien sur tes bâtiments et que tu mets les choses à jour et que tu es un peu plus visionnaire, tu dois être propriétaire en fait de tes usines, tu dois être propriétaire, tu dois avoir tes propres salariés et tu dois pouvoir tout maîtriser. Pouvoir tout maîtriser aujourd'hui, comme ce que fait BYD, mais ce qu'on faisait finalement avant, eh bien, ça permet une meilleure communication. Aujourd'hui, je le sais chez Renault, j'ai des connaissances ou des amis qui sont ingénieurs, mais je leur dis, mais attends, t'en as un, il est au Maroc, l'autre, ils ont une start-up, un autre truc qui est dans le pays de l'Est. Alors, ils parlent tous en anglais ou français, mais il n'y a aucune communication, ils ne se comprennent pas, ils perdent un temps fou. Il faut absolument que les bureaux d'études, il faut que tout soit fabriqué sur place, que le mec il puisse se déplacer même à l'extrême en tram ou quoi. Je crois que c'est Xiaomi qui a carrément comme les bureaux vallées, j'allais dire les vallées comme aux États-Unis, là, en Californie et tout. Enfin, la Silicon Valley. Il faut que ça soit loin ou pas, il faut pouvoir se déplacer. Il faut prendre un petit tram, un bus, une trottinette électrique, aller à pied, mais pouvoir avoir tous ces bureaux d'études, parce qu'aujourd'hui, les ingénieurs, ils sont spécialisés d'un truc. Dans l'automobile, il y a ceux qui vont faire le tableau de bord. Il y a ceux qui vont faire, et d'ailleurs, il y a Olivier, s'il voit donc cette vidéo, donc je ne le connais pas, mais donc normalement, sa femme donc s'occupe, a priori, spécifique sur les feux, mais les feux, donc les feux, de toute façon, c'est obligatoirement arrière. Donc les phares, les optiques avant, a priori ce n'est pas elle qui le fait. Donc il y a des ingénieurs qui vont s'occuper donc de la conception sur des petites parties. Et ils ne font d'ailleurs pas forcément partie de Renault, ça va être des sous-traitants, des sous-traitants de sous-traitants. Et donc ça peut être une bonne idée, mais au final on s'y perd. Alors quand on est pied au mur, pied du mur, comme Ford, et que là on se dit,
on sait faire du véhicule thermique, mais pas de l'électrique. Donc, voyons avec Rivian et voyons avec une équipe un petit peu secrète de ce qu'on pourrait faire, un petit peu comme l'hybride Air qu'ils avaient fait. Notamment de mémoire, je crois qu'ils étaient sur Trap, Strap et Lancourt. Et puis, on voit bien que finalement, ça n'a jamais marché leur truc. Faire une voiture à 1 litre, on n'a jamais été capable de descendre en dessous de 2-3 litres. Et encore, je suis très très gentil, que ça soit essence ou diesel. Donc, sur les véhicules, que ça soit électrique ou thermique de demain, Stellantis va devoir revenir à l'essentiel pour aussi corriger les défauts, pour aussi proposer quelque chose et un service de qualité. Donc c'est aussi pour tout ça. Parce que le manque de communication, le fait d'externaliser tout, le fait de ne pas pouvoir tout contrôler, la qualité, mais les défauts, mais tout en amont, et de se dire, on laisse partir en fait le véhicule, on l'assemble, et puis on verra après. Le problème, on sait que, j'avais parlé notamment de l'immobilier, tu as des biennales et décennales, donc c'est les assurances qui prennent en compte et ils en ont un petit peu plein le cul. Là, tu as une garantie souvent sur le véhicule de souvent à peu près 2 ans, comme par exemple chez Renault. Donc les pannes n'arrivent pas sous 2 ans ou 3 ans, sauf si tu prends une garantie, une extension sur 5 ans. Mais souvent, c'est plutôt vers 5-10 ans. Et ils le savent, les constructeurs. Ils font des véhicules qui sont limite programmés pour être jetables. Et autant dans les industries, tout ce qui est télévision, petit électroménager ou même gros électroménager, on sait qu'ils ont fait ce genre de choses. C'est-à-dire le fait de tout externaliser. Moi, je te donne un exemple, je l'ai fait réparer chez Envie, mais j'avais un sèche-linge, et c'était le galet. Un galet, on en sait faire depuis 50 balais, mais ils ont changé la pièce à un moment donné, et ils ont pris un galet low cost, un galet de merde. Parce que le mec, à un moment donné, tu as un directeur d'achat, c'est un peu comme quelqu'un aussi en mairie qui gère un budget, et peu importe le coût, il doit gérer un budget. Donc le mec, en fait, si tu veux, sa marge de manœuvre, c'est, entre guillemets, comme Carlos Ghosn, des cost killers, sauf que il y a des coûts où on peut pas réduire. Tu peux pas réduire, en fait, sur la partie moteur. Tu peux pas réduire, en fait, tu peux réduire sur l'allègement des portes, sur pas non plus sur la sécurité, sur les matériaux, sur le fait des boutons. Tu peux faire des économies là-dessus, sur de l'entretien ou autre, mais tu peux pas faire des économies en fait sur les moteurs. Et on en arrive en fait à un point où, comme tout est externalisé, comme en fait on fait appel à tous les équipementiers et qu'eux-mêmes font en plus appel à des sous-traitants, eh bien encore une fois, on ne maîtrise rien. Et donc on en arrive à un assemblage où les constructeurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'il leur reste ou rester? Le développement des moteurs, et encore, franchement, c'est limite. Tout ce qui est équipement, etc., ils ne font plus rien. Le design, pour très souvent, donc c'est eux. Et on va dire l'assemblage donc du véhicule dans leurs usines. Et la commercialisation, même si, encore une fois, ça n'appartient pas au groupe, que ce soit Peugeot, Renault ou les autres, de toute manière, ce sont des concessions ou des regroupements de concessions ou de garages qui sont indépendants, soit des grosses succursales, mais c'est pareil, assez rare donc que ça leur appartienne, donc ils ne maîtrisent rien. Donc ce qu'il faut déjà, avant tout, c'est des locaux. Il faut des locaux récents, des locaux neufs, il faut du dynamisme et il faut absolument avoir un service RH de qualité et un service de recrutement. Je dirais même à l'extrême, et sur Guyancourt, il y a ce genre de choses, maintenant on forme directement pour qu'ils soient salariés. C'est vrai que pour des gens entre guillemets un peu humanistes ou de gauche, c'est horrible de faire ça. C'est-à-dire que, pourtant aux Pays-Bas ça se fait beaucoup, on oriente les gens en fonction de leur talent, en fonction de leur capacité, et en plus s'ils sont passionnés d'automobile, et bien en fait, on est capable de proposer du BOP jusqu'au Bac+5, je crois, donc de faire des ingénieurs, de faire des techniciens, de faire des gens donc en amont, des gens en aval, des gens qui vont travailler dans des garages ou quoi, des gens en BTS en alternance, je crois que je me demande s'il n'y a pas du CAP, ça j'ai un doute. Mais c'est toutes des choses qu'il y avait avant, et aussi de la formation, parce que le monde va tellement vite aujourd'hui que quand tu commences ta carrière, t'es au Minitel, tu finis ta carrière, t'es sur un smartphone, tu vois. Donc, les mecs, les boomers, j'ai rien contre eux, mais souvent, ils pensent qu'ils sont l'élite, alors qu'ils sont complètement largués. D'ailleurs, ils sont largués avec leurs enfants et leurs petits-enfants, et ils disent, oh, comment... Ben voilà, quoi. Donc, en gros, comment tu veux ne pas évoluer? Il faut plus qu'à te remettre en question, il faut qu'il y ait un service RH, et il faut donc qu'il y ait, et qu'on puisse avoir donc un système d'institution à côté, soit public, semi-public ou privé, et qui puisse accompagner tout le long du parcours des plus jeunes aux moins jeunes
à des restructurations, parce que de toute façon, que ce soit la voiture ou autre, la voiture d'hier, elle n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc, de toute manière, si on peut dire parler à un ingénieur ou quelqu'un qui travaille dans l'automobile qui a 50 à 60 ans, c'est assez compliqué. Il est dans un dogme, au minimum, si tu veux. Il n'a vécu que d'une certaine manière et on ne peut pas lui en vouloir. Le problème, c'est que le monde ne l'attend pas. Donc, il y a des talents dans d'autres pays et obligatoirement, qu'est-ce qui se passe? On perd des emplois, on perd du chiffre d'affaires, on perd du volume, on perd des ventes, on doit fermer des usines et à un moment donné, on se dit, il n'y a plus rien qui va. Donc, est-ce que c'est la solution? Il est certain que c'est la solution parce qu'il faut tout réintégrer, je sais plus comment ils ont dit là, réintégration, donc internaliser. Donc, il faut pouvoir maîtriser toutes les lignes de A à Z, que ce soit l'usine, tout le personnel. Après, tu peux faire de l'intérim. À la limite, c'est pas ça le problème. Mais bon, l'intérim, moi je le vois au Lidl, là où je suis, ils n'arrivent pas à embaucher. Pourtant, ils cherchent des gens à 2000 €. Et l'intérim, déjà, faut les former, les gens, au process. Donc, tu perds du temps. Donc, à un moment donné, en fait, c'est ça aussi. On a tellement, entre guillemets, craché sur le salarié, que le salarié, on le prend pour de la merde, alors que c'est lui qui apporte la valeur ajoutée. C'est pas le produit qui apporte la valeur ajoutée. En tout cas, c'est pas la matière première. C'est ce qu'on en fait, c'est cette matière grise, en fait. Donc, il faut réintégrer complètement le salarié, le personnel, et les talents, les mettre en valeur. Enfin, ça me paraît, pour moi, tellement simple. Et voilà, c'est du tri à faire, c'est du personnel à gérer, et voilà, et à former. Et on peut pas laisser les gens comme ça sous le carreau et ne pas leur donner en fait une idée aussi à long terme, parce qu'on les prend pour des bouffons. Des fois, on leur dit ah, on nous a pas dit, ah ben l'usine elle a fermé. Mais quand ça? Ah ben on a tout déménagé la veille, ça y est. Et le mec il avait un crédit, il avait tout, elle est où la stabilité en fait? Donc au-delà du CDI, si on peut dire, déjà que la retraite elle sera pas avant 70 ans, je pense que c'est important, un salarié qui est bien éduqué, ce qui est plus trop le cas aujourd'hui, c'est assez compliqué, il suffit de voir dans les écoles, moi je suis pas très optimiste en tout cas, eh bien ça passe par, encore une fois, la formation, et c'est toute une entièreté, tu vois, un salarié qui puisse être prospère, donc lui apporter des services, lui apporter cette tranquillité d'esprit, qui ne se dise pas que peut s'en foutre parce que de toute façon la semaine prochaine, comme il est en CDD, il sera peut-être pas renouvelé, et que investir, intégrer en tout cas ce qui est encore une fois le plus important, les salariés, c'est essentiel à la valeur ajoutée. C'est le salarié, les salariés, le recherche-développement, le process, la performance qui fait que une entreprise, en fait, elle a une capacité de vendre des produits plus chers qu'un autre, ou en tout cas qu'elle dégage plus de bénéfices, et donc on n'intègre absolument pas assez, pour le coup, les salariés, et on le voit dans les grosses boîtes, hein, on a des amis qui travaillent chez Air France et autres, etc. Chez Air France, chez Airbus, du jour au lendemain, ils sautent. Ils sautent. Tu as une nouvelle responsable, elle arrive, elle te nettoie tout le monde, t'es rétrogradé, t'es machin. Alors peut-être que c'est justifié, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de vision à long terme. T'as pas de vision à 30 ans. En gros, tu sais pas si l'année prochaine, le chiffre d'affaires est tellement casse-gueule que ta place, elle va pas sauter. C'est ça le truc. Et donc l'automobile, il y a d'ailleurs chez les ingénieurs, je crois que on avait donc un ami qui était voilà, dans une grosse société, et lui, si tu veux, il gérait donc des ingénieurs à les placer dans des constructeurs en fait. Donc un coup ils étaient chez Volkswagen, un autre coup chez BMW, ils ont des clauses de confidentialité. Mais ça aussi c'est pas la solution, parce qu'il faut que ça soit quelqu'un qui vienne de la maison. Et ça fait peut-être très réac, je sens que je vais jamais finir cette vidéo, mais à mon sens, la fidélité, c'est quelque chose qui est hyper important. À une époque, moi je vois par exemple mon grand-père, il a commencé en tant que peintre, après il a fini responsable ou quoi que ce soit. Tu commences en bas de l'échelle, tu montes tes capacités. Ça, il faut qu'il y ait un service RH qui ne soit pas là pour captiver, qui ne soit pas là pour dire « Ah, attends, s'il monte, il va nous causer des problèmes parce qu'en fait, il est plus tard, tu vois, là, toute cette jalousie. Non, quand tu as une société comme un peu les années 70-80 qui était performante, où les gens étaient épanouis au travail, ah ouais, mais tu peux faire 50 heures.
Tu peux faire 60 heures, mais quand tu aimes aller à ton travail, quand tu pars à 9 heures, que le midi tu manges avec tes collègues, avec tes potes, qu'en gros tu fais ton truc, aujourd'hui, c'est rentabilité, t'es pressé comme un citron, t'as hâte de rentrer et t'en as rien à foutre de ta société du moment en fait que tu récupères ton pognon. Donc il y a aucun investissement personnel, c'est chacun pour sa gueule, tout le monde se tire dans les pattes. Donc ça aussi, le managing, va falloir le revoir entièrement. Et donc des gens qui sont talentueux, ils ne restent pas dans ce genre de choses. Donc finalement, tu restes qu'avec des trous du cul, il n'y a pas d'autre mot, des planqués. Et eux, qu'est-ce qu'ils apportent en fait à la société? Alors, je ne sais pas s'ils la tirent vers le bas, mais en tout cas, ils n'apportent rien et mettent une boîte à idées et trouver des solutions. Et il n'y a rien de mieux qu'encore une fois, les salariés. Et je pense que si tout le monde, en tout cas, était épanoui dans son travail, il n'y aurait pas de guerre d'ego en se disant ah, il va prendre ma place, tu sais, le R2, il dit attends, je vais le foutre là, tu vois, de côté, comme ça, machin. Ah ouais, mais on passe à côté en fait de talent. Moi, c'est pas que ça me fout en l'air. Je trouve ça extrêmement dommage et ça, c'est dans toutes les sociétés malheureusement. Donc, ça passe, comme je l'ai dit, au-delà des bâtiments, au-delà des salariés, ça passe par un service RH qui soit hyper performant, qui soit le plus neutre possible et qui puisse donc malheureusement rétrograder certaines personnes donc, qui font pas leur boulot, quand des R1, des R2, des R3, tant pis, des blâmes, des machins, et de l'autre côté de réussir en fait les gens qui sont talentueux, eh bien de les pousser, de les sortir de leur zone de confort et leur dire vous savez quelque chose, je dis ça, allez je dis rien, ciao à tous.